Troisième épisode de notre série de l'été DTCissimo dans laquelle je réponds aux questions les plus inattendues des forums santé. J'aime beaucoup ce format, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît aussi, parce que j'ai quand même bien envie d'en refaire de temps en temps. La dernière fois, on avait parlé de transit et digestion. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre sujet très important, le sexe. Je sais pas si vous connaissez. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous me passez l'expression, j'ai un petit truc à vous dire. Cette vidéo est sponsorisée par Lelo. Vous les connaissez sûrement maintenant, ils avaient déjà sponsorisé ma vidéo sur l'orgasme, et évidemment, on vous a encore prévu un petit cadeau, je vais vous expliquer ça après. Mais d'abord, pour celles et ceux qui connaissent pas Lelo, c'est une marque de sextoys. Des sextoys haut de gamme, qui sont à la fois agréables à regarder et à utiliser. Moi j'aime bien en tout cas. Mais aussi fabriqués dans des matériaux robustes et respectueux de vos muqueuses et de celles et ceux de vos partenaires éventuels. Et c'est quoi la tagline de DTC? Prenez soin de vous et prenez soin des autres, mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien. Bon, bah voilà, ça colle quoi. Enfin, ça fait sens, je veux dire. La philosophie de Lelo, elle match bien avec la mienne. En gros, c'est la sexualité, c'est une partie importante de notre bien-être et de notre santé physique et mentale, donc on doit pouvoir en parler. Comment vous dire que je suis complètement d'accord avec ça? Et comme il n'y a pas une sexualité uniforme, bah, en plus d'en parler, ce qui est bien, c'est d'expérimenter, tout seul ou à plusieurs, pour apprendre à vous connaître, pour apprendre à connaître votre ou vos partenaires, si vous en avez, ou les deux. Bah oui, parce que tout le monde aime pas les mêmes choses, et c'est très bien comme ça. Et chez Lelo, il y a de quoi satisfaire tout le monde. Il y a de quoi satisfaire le clitoris, mais pas seulement, parce que ce sextoy là, il a été conçu pour masser l'intégralité du corps. C'est pour ça qu'il est grand, faut pas avoir peur. Voilà, il s'appelle le Smart Wand. C'est mon préféré. En plus, il est hyper doux. Mais il y a aussi de quoi satisfaire le clitoris et le point G en même temps. Il y a de quoi satisfaire la prostate. Celui-là, il a une petite télécommande. Il y a même de quoi satisfaire ceux qui aiment bien chanter devant la glace. Mais là, on s'égare un peu. Bref, il y a plein de produits pour tous les goûts et de toutes les couleurs. Il y a de quoi satisfaire tout le monde, vous avez le choix. Et voilà qui nous amène à mon petit cadeau. Pour votre plus grand plaisir, je vous offre 25% de réduction sur tous les produits Lelo, à une ou deux exceptions près, je vous explique tout ça dans la description de la vidéo. Et pour avoir cette réduction, vous avez juste à faire votre choix sur le site de Lelo, de passer votre commande et de taper le code DTC. Moyen mémotechnique, DTC, comme le nom de ma chaîne, ou comme ce que vous voulez d'ailleurs. C'est valable un mois, donc jusqu'à fin septembre 2022. Perdez pas de temps, vous avez le lien dans la description, donc vous cliquez et vous utilisez le code DTC. Je peux pas vous dire mieux. Voilà, ceci étant dit, c'est parti pour la première question. Ma copine m'a fait une fellation. Il n'y a rien eu d'autre, je n'ai même pas enlevé ses habits. Elle a ensuite eu ses règles 2 fois dans le même mois avec 2 semaines d'intervalle. Ce mois-ci, elle a un retard de 6 jours. Est-ce qu'il y a une possibilité de grossesse? Ok, donc ça part comme ça direct. D'abord, pour les règles irrégulières, ça arrive. Il peut y avoir des raisons à la fois physiques et psychologiques. Si ça rentre dans l'ordre, pas de souci. Si ça devient de plus en plus fréquent, ça vaut le coup de consulter. Ensuite, attention, petite précision, les vêtements ne sont pas un moyen de contraception efficace. Ça me paraît important de le rappeler parce que ça n'a pas l'air clair. Et puis pour le coup, la grossesse après une fellation, comment dire, clairement, c'est pas par là que ça se passe. La fécondation, c'est la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. Alors, on voit à peu près comment un spermatozoïde peut se retrouver dans un estomac. Par contre, un ovule, aucune chance. D'ailleurs, de toute façon, l'acidité des sucs gastriques, ça bousillerait tout ce petit monde avant même qu'ils aient le temps d'envisager quoi que ce soit. Donc, Mais, pour être tout à fait complet, il faut quand même que je vous parle d'un cas publié dans le très sérieux Journal international de gynécologie et d'obstétrique. Ce cas, c'est celui d'une jeune femme qui vit au Lesotho et qui est tombée enceinte après une fellation. Alors, vous allez me dire, oui, mais peut-être qu'elle a eu aussi un rapport sexuel avec pénétration vaginale au cours duquel la fécondation a eu lieu. Je sais que vous parlez comme ça. Et je vais vous répondre, eh bien non, car cette jeune femme ne possède pas de vagin. True story. Elle a une aplasie vaginale distale, c'est-à-dire que son vagin ne s'est tout simplement pas développé. Alors, comment c'est possible, cette histoire? Bah, hélas, c'est arrivé après un drame. Après une fellation avec séminophagie, c'est le terme scientifique pour dire avaler, la jeune femme a reçu plusieurs coups de couteau au niveau de l'abdomen. C'est le terme scientifique pour dire le ventre. Elle a rapidement été opérée et elle s'est vite remise sans séquelles, mais 9 mois plus tard,
Pendant l'agression, son estomac a été perforé et son contenu s'est répandu dans la cavité abdominale. Son contenu, c'est-à-dire exclusivement du sperme, parce que la jeune femme était à jeun. D'ailleurs, c'est sûrement pour ça que l'estomac était peu acide et que les spermatozoïdes ont survécu le temps qu'ils y ont passé. D'ailleurs, le chirurgien, il a précisé que l'agression, elle a eu lieu immédiatement après la séminophagie, donc que les spermatozoïdes ont passé très peu de temps dans l'estomac. La théorie des médecins qui ont étudié le cas, c'est que les spermatozoïdes, ils ont fini par arriver au contact d'un ovaire en pleine ovulation. Donc fécondation sur place, et puis hop, l'ovule a fait son petit road trip jusqu'à l'utérus, et la grossesse est allée jusqu'à son terme. Ok, je vois bien que j'ai chié l'ambiance avec cette histoire. Alors, j'avais prévenu avant, et puis surtout, je le répète, cette jeune femme, au final, elle va bien. Bon, ok, on va quand même faire une petite pause. Permettez-moi de vous offrir un petit interlude pour remettre un petit peu de joie dans vos cœurs avant de poursuivre. Érection trop souvent excité dans la rue ou les transports, est-ce normal? Alors déjà, je propose que tout le monde se calme et que tu arrêtes de crier, hein. C'est vrai qu'on te sent extrêmement tendu là, tu m'as l'air à fleur de peau. Alors, comme d'habitude, il y a plein de trucs qui peuvent expliquer cette situation. Si on parle d'un point de vue purement physique et mécanique, le fait d'être en érection de façon anormalement prolongée, ça s'appelle un priapisme. C'est une maladie, c'est douloureux, ça peut être dangereux et ça peut même aller jusqu'à la nécrose de l'organe concerné. Nécrose, ça veut dire que ça devient tout noir et que ça meurt. Mais surtout, ça survient en dehors de toute excitation sexuelle. Donc je pense qu'on peut déjà éliminer cette hypothèse en l'occurrence. Pour ce qui est d'être, je cite, trop souvent excité, bah là c'est plus subjectif. Déjà, ça veut dire quoi, trop souvent? Et puis, excité, pourquoi? Peut-être que la fréquence des rapports sexuels de cette personne n'est pas à la hauteur de sa libido. Peut-être qu'elle est juste très sensible, très réactive. Peut-être que cette personne est un adolescent. Les hormones, tout ça. Mais pour répondre à la question, il n'y a pas de normal ou pas normal. La seule vraie question, c'est est-ce que ça le handicap d'être trop souvent excité? Genre, est-ce qu'il le vit mal? Ou est-ce que ça l'empêche de faire des choses qu'il devrait faire? Ou est-ce que parfois il a des envies irrépressibles de se masturber, par exemple? Dans ce cas-là, c'est peut-être une addiction au sexe. Oui, ça existe, c'est ce qu'on appelle une addiction sans produit, et ça se soigne. Mais pour ça, il faut consulter, évidemment. Bonjour, je voulais savoir, à qui vous pensez quand vous vous masturbez et que vous êtes en couple? Qu'on soit bien d'accord, je ne vais pas répondre à cette question. Je voulais juste rappeler un petit truc. S'imaginer des scénarios, tout ça, c'est de l'ordre du fantasme. C'est un truc qui vous appartient, donc couple ou pas couple, vous n'êtes jamais obligé de répondre à cette question. Et puis surtout, parce que j'imagine que c'est un petit peu ce qu'il y a derrière cette question, non. Penser à quelqu'un d'autre dans les moments de petits plaisirs solitaires, c'est pas tromper. Donc tranquille. Si vous avez envie de vous faire du bien en pensant à votre patronne, ou votre boulanger, votre voisine, ou au père Fouras, ça regarde que vous. Alors dans le dernier cas là, personnellement, je m'en vanterai pas trop. Mais bon, vous faites ce que vous voulez. Bonjour, alors voilà, j'ai un fantasme sexuel vraiment chelou. Je me fais du bien depuis petit uniquement sur ce fantasme. Mon fantasme est tout ce qui concerne le massage cardiaque, bouche à bouche, etc. Ni les ni les ne m'attire, ça me dégoûte même, uniquement mon fantasme. Il existe beaucoup de vidéos amateurs sur ça, surtout des vidéos états-uniennes, donc je sais que je ne suis pas le seul, mais bon, je comprends pas, j'ai l'impression d'être bizarre. Besoin de réponse, SVP, merci. Oui, donc on reste dans le thème en fait. Bah même réponse, en gros, hein, vos fantasmes, c'est votre petit jardin secret. Donc vous n'êtes pas obligé d'en parler aux gens, comme on vient de le voir là. Après, si vous avez envie, vous avez le droit aussi. Mais en tout cas, vous n'avez pas à en avoir honte. Les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire vous excitent, la belle affaire. Petite précision quand même, il y a 2 cas au moins dans lesquels il faut faire quelque chose. D'abord, si vous le vivez vraiment mal. Là, évidemment, ça vaut le coup d'aller en parler avec une professionnelle ou un professionnel. Pour comprendre, pour assumer, n'importe, le but c'est que, au final, ce soit plus un poids pour vous. Et puis bien sûr, si vous fantasmez sur des trucs glauques, genre sur des trucs illégaux. Et surtout si vous avez des pulsions de passage à l'acte. Allez consulter avant qu'il soit trop tard. Je pense qu'on se comprend. Bon. Ok, j'ai encore chié l'ambiance. Un picotement vaginal avec le sperme de mon copain. Pourquoi? Sécheresse vaginale? pH du sperme? Il peut y avoir plein de causes différentes à ce genre de picotement après un rapport sexuel. Ça peut effectivement être un problème de sécheresse vaginale, auquel cas il faut pas hésiter à utiliser du lubrifiant. Il y en a plusieurs sortes différentes, mais en l'occurrence l'idéal c'est du lubrifiant à queue. Oui, bien sûr, évidemment. À queue, ça veut dire à base d'eau. Merci.
Ça peut aussi être le signe d'une infection sexuellement transmissible. Je vous rappelle que c'est important de se dépister et de se protéger. Ça peut être plein d'autres trucs, mais le seul moyen d'être fixé, c'est d'aller faire un tour chez la gynéco ou chez le gynéco. Mais si c'est vraiment le contact avec le sperme qui pose problème, et surtout si ça picote, quelle que soit la zone qui est en contact, pensez à l'allergie au sperme. Oui, ça existe, j'en ai même déjà parlé dans ma vidéo sur les accidents sexuels. Et comme pour les autres allergies, bah, on peut en développer une à un truc avec lequel on a déjà été en contact régulièrement. Et ça se soigne. Ça soigne comme les autres allergies, en désensibilisant, c'est-à-dire en injectant sous la peau une petite quantité de l'allergène. C'est-à-dire une petite quantité de la substance qui est la cause de l'allergie. Oui. Donc voilà, c'est rare, mais pensez-y. Bonjour à tous. Alors j'ai discuté avec une amie qui m'a dit de poster ici. À voir. J'aime pas trop parler de moi sexuellement, mais j'ai pas trouvé d'aide autour de moi, donc bon, je tente ici. Alors j'ai rencontré un gars avec qui je suis en relation depuis 4 mois environ. C'est un peu nouveau pour moi, car c'est le 5e gars seulement, après avoir été en couple pas mal de temps avec 2 autres avant. Je suis pas habitué à coucher comme ça, mais bon, c'est pas ça le sujet. Effectivement, c'est pas le sujet. Le vrai truc, c'est plus intime et je me pose des questions. En fait, quand on fait l'amour avec mon copain actuel, j'entends des bruits souvent. Ces bruits viennent de moi, je le sens. Ça ressemble à des paix, en fait. Et j'ai quasiment jamais connu ça avant. Parfois avec quelques ex, juste. Avec lui, c'est tout le temps et dans beaucoup de positions. C'est très gênant pour moi, car j'aime pas ça du tout. Mais en fait, j'ai l'impression que lui, ça l'excite. Car ça arrive super souvent, comme s'il faisait exprès, quoi. Alors, je sais pas si c'est un problème qui vient de moi, ou de lui, ou de la compatibilité ensemble. C'est vrai qu'il a un sexe très différent de mes ex-relations, très long, plus large. J'aimerais comprendre ces bruits, en fait, et savoir comment les contrôler, SVP. Merci. Bien. Des paix vaginaux, donc. Enfin, j'imagine que c'est bien de ça dont parle notre camarade. Non, parce que si on parle de gaz intestinaux, bah, on adapte le régime alimentaire, éventuellement un petit peu de charbon actif, et hop, emballé, c'est pesé. Mais là, je pense qu'on parle de paix de fouf. De fruit. De queef, comme on dit dans la langue de Britney Spears. Alors, première chose, c'est juste de l'air qui rentre dans le vagin, puis qui ressort. De l'air ambiant qui fait du bruit. Rien de plus. Donc rien de grave, rien de dangereux, et puis surtout rien de sale. Tout va bien, ok? Personne va être blessé, y a aucun danger. Ensuite, bon, on sait bien ce qui fait rentrer et ressortir l'air, hein? Donc la responsabilité est partagée, si vous voulez. C'est un concerto à 4 mains. Enfin, c'est une façon de parler. Alors, pourquoi cette personne en a plus avec son partenaire actuel qu'avec les précédents? Bah effectivement, la forme et les dimensions de l'outil de son partenaire fait peut-être que ça fait plus appel d'air. La façon de pratiquer le coït, ça peut jouer aussi, peut-être. Genre le fait de sortir complètement, puis de re-rentrer, par exemple. Bon, alors de là à dire qu'il le fait exprès, j'avoue, j'ai jamais entendu parler de ça, mais bon, on sait qu'il y a de tout, hein, donc... Pour ce qui est de contrôler tout ça, bah on peut toujours faire des exercices pour muscler son périnée, pour tonifier son vagin, ça peut aider. Les exercices de Kegel, par exemple, je sais pas si vous connaissez. On contracte les muscles de son périnée. Si vous savez pas comment on fait, il faut faire comme si on se retenait de faire caca. Vous tenez comme ça, bien contracté pendant une dizaine de secondes, et puis vous relâchez, et puis vous recommencez comme ça par série. Ça peut diminuer le phénomène de paix vaginaux, donc si vous êtes concerné et que ça vous gêne, bah allez-y. Mais en vrai, si vous voulez mon avis, le mieux c'est quand même d'assumer le truc, parce que, encore une fois, c'est normal. Il n'y a rien de sale et il n'y a rien de honteux. Bonjour, j'ai la phobie des cœurs de palmier. Quand j'en vois dessiner sur une boîte de conserve, je supporte, mais dès qu'ils sont sortis, je m'enfuis en courant. Une fois, j'ai même bousculé un vieux dans une soirée. Est-ce en rapport avec mon syndrome Rocco? Pardon, quoi? Alors j'ai vérifié, ça a bien été posté dans la section sexualité du forum. La phobie des cœurs de palmier. Quel rapport? Si ça avait été des cœurs d'artichaut, à la limite, j'aurais pu comprendre, mais là, vraiment, je... Et puis le syndrome Rocco. Qu'est-ce que... Ah, attendez, le syndrome de Rocco ou le syndrome de Coro? Ah oui, parce que ça existe par contre. Le syndrome de Coro, c'est, je cite, un trouble psychiatrique habituellement décrit comme un syndrome spécifique à certaines cultures asiatiques, se manifestant par une anxiété intense associée à la crainte d'une rétractation du pénis dans l'abdomen qui peut mener à la mort. Je vous jure que c'est un vrai truc. C'est soit des cas isolés, soit des épidémies qui ont été attribuées à de la viande de porc frelatée ou à des esprits voleurs de pénis. Ouais. Voilà, donc c'est peut-être de ce syndrome que parle cette personne, parce que le syndrome de Rocco, je connais pas. A priori, j'imagine que ce serait plutôt l'extrême inverse, du coup. Après, le lien avec les cœurs de palmier, j'avoue, j'ai bien une idée, mais bon. Voilà, DTC, c'est fini pour... Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui.
Juste un petit truc, en préparant cette émission, je suis tombé sur un nombre incroyable de questions sur la sexualité. Ça parle de problèmes de libido, de problèmes d'orgasme, de troubles de l'érection, de vaginisme, de craintes diverses, de complexes, de phobies, etc. Il y a vraiment beaucoup de sujets qui mériteraient des vidéos dédiées, donc je pense que je vais en faire un petit peu régulièrement à partir de maintenant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresserait. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.